comme je viens de vous le dire, c'était en 2021, plus précisément, en juillet 2021, l'Égypte a lancé ce méga projet, justement, Haya Karima, ou vie décente. Encore une fois, c'est un projet qui vise directement le citoyen et les habitants des villages du pays. Encore une fois, on parle d'un projet qui vise à éliminer la pauvreté, changer complètement le visage de la campagne égyptienne. En fait, en 2021, c'était la deuxième phase de ce projet, certainement lancé avant sa date, donc il y a juste un an. C'était le lancement de la deuxième phase de ce projet, juste petite correction si on peut le dire. Et justement pour vous parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Alia El Zahar. Bonsoir Dr Alia El Zahar. Bonsoir, vous êtes maître de conférence à la faculté de pédagogie Université de Damanhour. Exactement. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci pareillement. Et justement, pour commencer, c'est l'un des méga projets lancés par le pays. On parle encore une fois de méga projets, de projets nationaux qui visent certainement le citoyen égyptien, améliorer le quotidien du citoyen égyptien. Cette fois-ci, quand on parle d'une tranche spéciale, celle qui réside, qui habite les villages, quel regard tout d'abord vous portez sur ce projet? Comme vous avez annoncé que le projet a déjà commencé et a été lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019. Et ce projet-là était un projet complémentaire à un autre qui a été lancé en 2015. C'était de solidarité et dignité. Et ceci, ça a été comme la boucle pour le projet déjà élaboré pour l'amélioration économique lancé par la Banque mondiale. Donc il y avait une collaboration entre l'Égypte et la Banque mondiale. Deux cela, on a commencé à faire l'amélioration de notre pays pour notre avenir. Donc ça a commencé avec deux initiatives présidentielles complémentaires. Et le projet de l'initiative plutôt de la vie décente, ça englobe les villages égyptiens. 1477 villages égyptiens ont été parmi les villages qui sont et seront développés. Actuellement, il y a une première phase et qui a été déjà terminée. C'était de 143 villages avec un budget de 3,8 milliards de livres égyptiens. Ensuite, il y a la deuxième phase actuelle qui comprend 1245 projets qui seront mis en œuvre avec un montant de 3,3 milliards de livres égyptiens et avec un profit de 346 villages qui couvrent les villages les plus nécessiteux des villages égyptiens. Ceci couvre 4,1 millions de citoyens. D'accord. Très bien. Justement, on parle d'un projet dont le montant s'élève à 700 milliards de livres égyptiens. C'est un montant très important, certainement. Quand on parle de l'amélioration du quotidien des habitants des villages, là, il y a des axes très directs, très précis en fait. On parle de la santé, on parle de l'éducation, et certainement de l'infrastructure. Le départ, peut-être, c'était à partir de l'infrastructure, améliorer et développer, moderniser l'infrastructure de ces villages et justement faciliter l'accès à ces villages et vice-versa. Et certainement aussi moderniser tout ce qui a rapport avec les services qui sont justement offerts aux citoyens. Exactement. Tout d'abord, avant de parler de l'infrastructure, on doit parler du capital humain. Ce qui est très nécessaire et très essentiel, c'est la richesse égyptienne. Ensuite, pour donc, améliorer l'être humain, donc, on doit avoir une infrastructure. Pour l'infrastructure, c'est quoi l'infrastructure? Donc c'est le transport, les routes, pour avoir accès aux routes, aux villages qui sont éloignés. Comment peut-on, par exemple, avoir une ligne directe entre la capitale, donc qui sera prochainement la nouvelle capitale administrative. On doit lier le tout avec un réseau. Si ça n'existe pas le réseau, ça n'existe pas l'économie, il n'y aura pas d'amélioration.
Donc c'est essentiel. Donc le président Abdel Fattah el-Sisi a commencé par l'élaboration des voies routières. Donc le transport, c'est numéro 1. Ensuite, quand on va améliorer le transport, donc les villageois pourront avoir recours aux écoles. Et donc on va arriver à un autre axe, c'est l'éducation. Bien sûr. Et l'éducation, c'est quoi? On a des éléments. Le professeur, qui est un élément essentiel, et également les élèves. Bien sûr. Et dans ce cas-là, les élèves doivent avoir une bonne éducation et également une bonne nutrition. C'est là que le projet de vie décente a mis un montant et un budget pour couvrir la nutrition et la bonne alimentation des élèves. Alors, en fait, ça c'est un point très important, l'idée justement d'offrir aux élèves, surtout à l'école primaire, un goûter justement avec des éléments nutritifs équilibrés. Donc on parle encore une fois d'une vision qui vise, voilà, comment justement avoir un élève bien fourni, donc l'esprit sain, un corps sain dans un esprit sain. C'est ça. Donc si on veut avoir un futur brillant pour nos élèves, pour notre patrie, on doit travailler dès l'infrastructure. Très bien. Et c'est lié en fait aussi avec la sécurité sociale des élèves et des familles, justement un regard très important sur ces prochains citoyens, sur les enfants égyptiens. Encore une fois, les initiatives sont nombreuses qui visent la santé des élèves justement à l'école primaire, surtout à l'école primaire. Oui, vous avez parlé maintenant de 2 axes. Pour les personnes qui auront des pensions ou bien des subventions sociales, ou bien les personnes qui auront, comme vous avez dit, des aides pour... Non, en fait, je parle directement de ces initiatives qui visent justement à détecter la santé, détecter les maladies chroniques, justement. C'est là une autre initiative, c'est 100 millions de santé. Et ce grand lien, justement... C'est pourquoi tout est lié. Tout est lié. On ne peut pas donc dire que c'est par exemple, une initiative à part. Oui, tout est lié. Et c'est ça, c'est le génie de l'Égypte. On va travailler pour mettre tous ensemble. Et pour, par exemple, les pensions ou bien les subventions données aux élèves, ou bien les subventions données aux mères, ou bien les femmes qui travaillent pour leurs enfants, toutes ces catégories-là sont donc couvertes par l'initiative Solidarité et Dignité. Très bien. Un des points les plus importants, puisque on a parlé de 4500 villages, justement il s'agit des villages les plus nécessiteux, ça certainement, et comment construire des infrastructures pour les systèmes d'égout, à titre d'exemple, les systèmes d'égout, les canalisations d'eau douce, et là ça reste... parmi, encore une fois, les axes les plus importants de ce projet et les câbles de fibre optique dans les villages désignés, quelle que soit justement la phase. Il vise aussi à raccorder l'approvisionnement en gaz naturel à 4 millions de foyers, construire à 14 000 salles de classe et à rénover 25% des écoles publiques. Encore une fois, le tout revient pour former, pour fournir un environnement assez sain et humain aux habitants des villages et à leurs enfants. Exactement, comme vous avez dit, il y a également le projet de revêtement des rivières. Tout cela, tous ces efforts-là travaillent les canaux ensemble, justement dans les villages. Oui, voilà. Le revêtement des canaux et tout cela, donc se complète. Et surtout pour le fait de la liquidation, par exemple, du gaz, on va prochainement exporter l'électricité à l'Europe. Très bien. Vous l'avez précisé, ce projet a été initié en 2019. Justement, cette nouvelle phase doit prendre fin en 2023. Là aussi, un regard sur un rythme de travail assez accéléré au regard du travail fourni, de l'ampleur justement des projets mis en place dans un secteur
ou l'autre. Et là, on parle d'un projet qui intervient à un moment critique pour l'économie des différents pays du monde. Comment est-ce que c'est possible de faire face à justement faire face à cette crise économique mondiale que connaît le monde et certainement son impact sur l'Égypte. Encore une fois, si on parle de ce projet qui doit avoir fin en 2023, ça reste certainement possible pour l'Égypte d'arriver au bout justement de ses objectifs. L'optimisme, c'est la clé. Très bien. Et la force. Et la volonté égyptienne. Le peuple égyptien a une volonté de faire. Il peut tout faire, malgré les situations. On a passé des pharaons. Après cela, on a passé par des guerres. Oui. Et même des guerres mondiales. Et jusqu'à présent, on a bien confronté le terrorisme. On peut tout faire. Donc, on doit avoir une volonté de faire. Et pour terminer ce projet-là, je peux vous dire que les Nations Unies va collaborer avec l'Égypte pour que ce projet-là soit en 2023 tout à fait exaucé et complété. Donc, quand les Nations Unies entrent dans un méga projet, ça donne de l'ampleur et ça souligne l'influence positive et mondiale pour ce projet-là et cette initiative-là. Quant à la crise mondiale, la crise russo-ukrainienne actuelle, c'est une crise, comme vous avez mentionné, internationale et mondiale. Donc, ce n'est pas seulement l'Égypte qui fait face à cette crise, mais tout le monde. Alors, l'Égypte, durant les prochaines années, va avoir un stratégique pour l'électricité, pour couvrir son budget actuel et pour essayer de rembourser les dettes. C'est vrai. Comme j'ai déjà mentionné il y a une seconde, qu'on va, Inch'Allah, exporter l'électricité à l'Europe. Et ce n'est pas facile. Donc, ce sont des défis, mais nous devons rester optimistes. C'est vrai. Et l'Égypte est à la hauteur de ces défis. J'aimerais bien rappeler que le gouvernement a exhorté les ONG à rejoindre cette initiative nationale et à contribuer à le réaliser à temps. Encore une fois, ce programme de développement global a été conçu, on le répète, pour améliorer 17 aspects de la vie recommandés par les Nations Unies pour un développement durable et combler le fossé de développement économique existant entre les villages les plus pauvres, les villages égyptiens les plus pauvres et les villes adjacentes en croissance rapide. Là, c'est le moment peut-être de parler de cette crise économique mondiale, son impact sur l'Égypte. J'aimerais bien rappeler que cette crise sécuritaire en Ukraine est à l'origine de la flambée des prix du blé en Égypte. Pour faire face à cette situation, le gouvernement égyptien prévoit augmenter en fait la culture du blé de 1,5 million de faidans sur 3 ans. Objectif, diminuer la dépendance vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, encourager la production nationale de blé, veiller au bien-être du panier justement de la ménagère. Je vous invite, Dr Alia, et vous, chers téléspectateurs, à suivre avec nous ce commentaire signé d'Alia Kalam. Bon, donc, premier exportateur mondial de blé, l'Égypte faisait face peut-être à une pénurie suite à cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Dr Alia El-Zahar, j'aimerais bien parler de ce point. Certainement, on a parlé de l'alimentation et quel lien avec justement le bien-être du citoyen. Là aussi, c'est un défi pour l'Égypte quand on parle du blé qui représente un élément crucial et très important, un élément de base pour les repas en Égypte, pour le pain. Encore une fois, on parle aujourd'hui d'un défi, d'où cet intérêt accordé par l'État à cette question. On a vu au début de la crise que l'Égypte, le pays, le gouvernement, le président même Abdel Fattah el-Sisi se sont adressés aux fournisseurs de blé locaux
justement pour les encourager à multiplier, à augmenter leur production en blé. Des facilités ont été justement aussi offertes pour les encourager en fait. Exactement, comme vous avez mentionné, que maintenant il y a de nouvelles stratégies pour l'irrigation du blé. Actuellement, il y a un nouveau programme avec des nouvelles études faites par des experts. Une étude récente a démontré que le blé peut être irrigué par l'eau des mers. Ça, ce qui est nouveau. D'accord. Et c'est mondialement nouveau. Et également, il y a maintenant certaines séries de blé ou bien certaines catégories de blé qui vont consommer moins d'eau. Très bien. Et avec ça, donc avec ces nouvelles innovations, on va pouvoir peut-être, moi je ne suis pas sûre, même exporter du blé. Très bien. Il faut rappeler que les autorités égyptiennes vont véritablement se lancer dans un programme qui leur permettra d'atteindre, si ce n'est pas l'autosuffisance en blé, en tout cas, de s'en approcher le plus possible afin de ne plus être dépendant des marchés extérieurs. Quand on parle de nouvelles méthodes d'irrigation, comme vous l'avez justement mentionné, ça pourrait peut-être aider l'Égypte parce que la question de l'eau là ça reste une question vitale, certainement. Et là, il faut aussi rappeler que l'Égypte a déployé aussi d'énormes efforts en fait au cours des dernières années, très récemment en fait, pour trouver des solutions à cette question liée à l'eau. Voilà, que ce soit justement pour le dessalement des eaux de la mer, justement recycler les eaux justement des cultures et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on parle de ce défi, quel est en fait le rôle du citoyen vis-à-vis à une telle crise, et si l'on peut justement dire ou poser. Le citoyen doit être avisé. Et il y a deux crises, ce n'est pas seulement la crise de l'eau, mais il y a également la crise de la nourriture. Donc il ne faut pas faire gaspiller les aliments. On doit consommer ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Ça, c'est essentiel pour la nourriture. Quant à l'eau, c'est un deuxième problème flagrant parce qu'il y a maintes personnes qui ne respectent pas la valeur de l'eau. Une goutte d'eau égale une vie. On voit toujours, il y a des personnes qui ne sont pas avisées, qui utilisent l'eau d'une façon tout à fait indélicate. Par exemple, ils ouvrent le robinet et après cela, ils le laissent. Ou bien l'irrigation, par exemple, des jardins privés. Ça, on le voit partout. C'est pourquoi on doit avoir comme une sorte d'initiative afin de consommer moins et la protection de l'eau. Et ici, ce n'est pas l'eau seulement, l'eau potable, mais l'eau salée, on doit la protéger parce qu'on a plusieurs polluants. Oui, c'est vrai. Et ça, on a une richesse et on ne connaît pas la valeur de ce qu'on possède. C'est vrai. Et on exporte de l'extérieur. Mais si on voit l'eau, si on voit par exemple au barrage à Lac Nasser, si on voit, on a combien de crocodiles, comment on peut donc faire par exemple la pêche ou bien la chasse de ces crocodiles-là et comment on peut utiliser le cuir de ces crocodiles et les exporter ailleurs. Ce sont des fortunes. Là, ça reste peut-être problématique et en lien direct avec la protection de la vie justement animale et
peut-être il pourrait y avoir d'autres alternatives, justement, puisqu'il y a certains dossiers qui restent des dossiers problématiques et ayant justement des avis controversés. Et là, le monde entier se dirige aujourd'hui à protéger la faune et la flore, et cette richesse animale. Mais j'aimerais bien revenir à cette question, il faut maîtriser la consommation, que ce soit la consommation alimentaire ou non. Voilà, on est obligé aujourd'hui d'essayer de maîtriser. Par exemple, aux écoles, voilà, on doit donner aux enfants quelques directives pour moins consommer et moins gaspiller l'eau. Par exemple, j'ai vu ça pendant le mois de Ramadan, il y avait Bakar. Vous connaissez Bakar? Oui, dessin animé. Cette série célèbre égyptienne. Très égyptienne. Voilà. Oui, exactement. Il y avait une scène, et il y avait une scène, oui, dans laquelle il y a une émission dans laquelle Bakar disait à son ami ne pas gaspiller de l'eau. Voilà. Ça, c'est essentiel quand les enfants... Ça figure en fait dans la culture. Voilà, ça figure justement dans notre héritage de l'Égypte antique et égyptienne, l'Égypte ancienne justement. Et comment est-ce qu'on s'adresse à l'Égyptien, aux citoyens justement, respecter l'eau, ne pas gaspiller l'eau du Nil à titre d'exemple. Là, puisqu'on parle de ceci, j'aimerais bien enchaîner avec l'industrie. Parce que justement pour faire face justement à ce défi économique mondial, encore une fois l'Égypte de faire face en augmentant en fait sa production. Là on parle de quelle catégorie de production. Là on peut revenir justement à ce point, mais il faut rappeler que l'État égyptien s'attelle à soutenir l'industrie locale, l'industrie égyptienne, et renforcer le partenariat entre les secteurs publics et privés, mais aussi réaliser des partenariats avec des partenaires mondiaux pour augmenter la production locale et réduire les importations au cours de la prochaine période, et ce suite à cette crise pandémique, mais aussi la crise russo-ukrainienne. L'Égypte qui a multiplié les efforts au cours des dernières années pour attirer l'investissement étranger, accorde aussi un intérêt très particulier à renforcer la production locale. Voilà, ça c'est un dossier très important, mais il faut justement rappeler que le secteur industriel a progressé au cours des dernières années d'une façon très significative. On parle aujourd'hui d'exportations qui se sont élevées à 32,34 milliards de dollars, mais l'objectif n'est pas encore atteint. C'est un objectif très ambitieux. Merci beaucoup justement à vous, Dr Alia El Zahar. Vous êtes maître de conférence à la faculté de pédagogie, Université de Damanhur. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Avec plaisir, merci à vous. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.